En mars 2021, quand les nouveaux locaux du refuge L'Aubrivière ont ouvert leurs portes sur la rue du Pont, j'ai applaudi. Quand j'ai commencé à passer devant les locaux pour me rendre au travail tous les matins et qu'il y avait beaucoup de monde, je me suis dit, c'est du monde comme les autres. Inquiète-toi pas. Quand les campements se sont installés l'été suivant, dans le petit parc adjacent de L'Aubrivière, je me suis dit, inquiète-toi pas. Quand je me suis fait apostropher 2-3 fois par des gars chauds, avec tout ce que ça comporte, j'ai changé de parcours. Je me pensais sensibilisée à la cause des personnes en situation d'itinérance. Je me pensais ouverte. Je pensais que tout le monde a droit au respect. Je le pense encore, mais j'ai changé de parcours. Qu'est-ce qui avait changé? Le nombre? La proximité? Le taux d'intoxication rencontré? Leur détresse? Peut-être que tout à coup, c'était plus que quelques personnes en situation d'itinérance. C'était une partie de la population. 10 000 officiellement au Québec, beaucoup plus officieusement. Mon nom est Anne-Josée Cameron, je suis journaliste et j'ai commencé ce projet en mars 2024 à la demande du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Depuis, il n'y a pas une journée sans que je me demande à quoi va ressembler le monde de demain si on ne fait rien aujourd'hui. Bienvenue au premier épisode du balado Renverser la tendance, réalisé par Denis Martel. Dans ce premier épisode, on se penche sur les droits. Les droits de ceux et celles que l'on croise tous les jours sans même les regarder. Des droits qui ne sont pas des privilèges, des droits qui sont censés être inaliénables. Mais encore faut-il pouvoir les faire respecter. Oui. Après vous, par où on va? Juste ici, j'ai une belle salle intime. Les gens de la rue, peu importe en lycée fixe ou itinérant, ou en tout cas, peu importe, moi j'appelle plus ça le même, mais c'est parce que c'est des familles qu'on retrouve dans les rues. Quand tu goûtes à la rue, on peut sortir quelqu'un de la rue, mais on peut pas sortir de la rue de quelqu'un. Fait qu'on en revient toujours à la même place. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Sonia Plante, alias Baby Boo, qui jusqu'à tout récemment vivait dans la rue. Sonia va nous accompagner tout au long de la série en tant qu'experte de vécu. Ses droits à elle, est-ce qu'ils sont les mêmes que les miens? Ça ressemble à quoi les protections et les libertés des personnes en situation d'itinérance? Qu'est-ce qui arrive à nos droits quand on se retrouve dans la rue? On dit souvent que tous les humains naissent libres et égaux en droit. Mais dans la réalité, est-ce que c'est aussi simple? Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. Ces 30 articles énumèrent les droits dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Cette déclaration va inspirer de nombreuses constitutions et chartes, dont la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment en ce qui a trait aux droits fondamentaux. Elle reconnaît par exemple le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, le droit à l'assistance en cas de nécessité, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, la protection contre les discriminations dans le logement et le droit à l'égalité. Or, la pauvreté, et à plus forte raison l'itinérance, est un déni de tous ces droits. Ces droits, auxquels on ne peut pas renoncer et qu'on ne peut surtout pas nous retirer, est-ce qu'il est simple de les faire respecter quand on est une personne en situation d'itinérance? C'est la question que j'ai posée à Josiane Mondoux, qui a longtemps été intervenante à la clinique Droit de Cité. Installée à Québec, cette clinique avait pour mission d'accompagner les personnes dites marginalisées dans la défense de leurs droits. En 2017, Josiane a été la première intervenante dans la ville de Québec dédiée à l'accompagnement des personnes marginalisées dans la gestion de leurs dossiers judiciaires, de leurs dossiers pénals et criminels. Ce que j'ai constaté à travers toutes ces années-là, c'est que, indépendamment si les personnes connaissent leurs droits, un peu, moyen, beaucoup, là, souvent ils ont l'impression que dans leur situation, ils n'ont pas accès à faire valoir ces droits-là. Avoir des droits, c'est une chose. Les faire valoir quand on est marginalisé depuis des lustres en raison de sa pauvreté, de l'itinérance, du chemin difficile qui est le nôtre,
c'est une autre paire de manches. Il faut aussi avoir confiance au système de justice et aux institutions gouvernementales. Une confiance difficile à gagner, facile à perdre. Tous les humains ont des droits, mais les droits de tous ne sont pas toujours respectés. Par exemple, je ne connais personne dans mon entourage qui a eu des contraventions pour flânage, mais dans l'univers de Sonia, c'est pas mal plus fréquent. Si on prend la définition officielle là, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de mémoire, là, c'est quand il y a une personne en situation d'autorité qui va traiter de manière différentielle une autre personne en lien avec son statut social. C'est vraiment un traitement différentiel. Ça, on le voit vraiment beaucoup. À Droite-Cité particulièrement, le nombre de personnes qui avaient des constats d'infraction en lien avec traverser une intersection à une lumière rouge, prendre 2 places sur un banc de parc. Il y a plein de règlements municipaux que la majorité des gens ne savent même pas qu'ils existent parce que jamais ils ont été interpellés en lien avec ces règlements-là. Par contre, des personnes en situation d'itinérance, de marginalité, eux autres connaissent très bien tous ces règlements-là parce qu'ils vont être interceptés beaucoup plus. Par ailleurs, le rapport publié en janvier 2024 par l'Observatoire des profilages indique une augmentation significative de la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance au Québec au cours des 10 dernières années. En 2021, plus de 15 % des constats d'infraction aux règlements municipaux avaient été donnés à des personnes en situation d'itinérance. Certaines villes adoptent des pratiques plus punitives, tandis que d'autres cherchent à privilégier des approches basées sur l'accompagnement et la prévention. À quel moment avons-nous collectivement décidé que ces personnes-là n'étaient plus comme nous, que flâner était un crime? On en parle un peu comme une classe à part, alors que ce ne l'est pas. T'sais, ils font partie du système autant que n'importe qui. Justement, ils sont un peu le résultat, le symptôme, la conséquence du système que collectivement on maintient. Mais ultimement, oui, ils ont les mêmes droits, d'autant plus que leurs droits sont tellement plus fragiles, sont tellement plus bafoués, sont tellement plus vulnérables. C'est encore plus important à ce moment-là, je pense, de se rappeler qu'ils ont des droits, que c'est important qu'ils les fassent valoir, puis qu'on les accompagne puis qu'on les soutienne là-dedans. Certains diront que c'est plus l'état dans lequel certaines personnes en situation d'itinérance s'approprient l'espace public qui entraîne des sanctions. Mais est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est même pertinent quand on parle de droits? Une réalité demeure, les droits sont les mêmes pour tous, que ce soit le droit à la vie, à la liberté ou à l'égalité. Venez vous asseoir près de moi, si possible. C'est vrai, et c'est Oui. Oui. Les personnes en situation d'itinérance, ce sont des humains. Et toute personne a tous les droits humains. Maintenant, c'est un peu le secret de Polichinelle. Toute personne a tous les droits humains, mais certains sont plus susceptibles que d'autres de voir leurs droits violés et encore plus certains droits que d'autres. Cette voix déterminée que vous venez d'entendre appartient à Lucie Lamarche, professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal et spécialiste du droit de la protection sociale. Pour cette avocate engagée, tout est lié. Prenons par exemple le droit au logement, qui est clairement bafoué quand on vit en situation d'itinérance. Quand on n'est pas logé, c'est pas tellement compliqué de comprendre que son droit au logement est violé. Mais la logique des droits humains ou des droits de toute personne, c'est une logique d'interdépendance. Donc, peut-être que mon droit à la santé est aussi violé à la santé mentale, à la santé préventive, aux dispositifs de service public ou de santé publique. Peut-être que mon droit à un revenu décent est violé, et ainsi de suite. Donc, l'itinérance, c'est l'expression des expressions de ce que ça signifie l'interdépendance des droits humains, parce que on a évidemment, et pour des raisons très compréhensibles, tendance à isoler le droit au logement, qui, je le reconnais, est souvent un déterminant fort, pas exclusif, mais fort de l'itinérance. Mais derrière une personne installée dans un campement, il y a
toute une histoire de violation de droits humains. L'histoire de Sonia illustre bien les propos de Lucie Lamarche. Sonia est née et a longtemps vécu dans la violence. Agression, consommation, problèmes de santé mentale, pauvreté. Cette mère de famille a passé quelques années dans la rue avant de s'en sortir. Mon parcours de vie, dès l'enfance, j'ai eu un parcours très difficile. J'ai été en centre d'accueil, j'ai consommé. C'est vraiment un très, très gros parcours, là, difficile. Et puis, par la suite, ma dernière, c'est ce qui est plus... C'est ça ce que je vais mener un petit peu plus... en 2021. Dans le fond, j'ai sorti avec quelqu'un. J'ai été victime de violence, 2 coups de poing, étranglement. Et dans le fond, j'ai perdu mon logement. En écoutant Sonia me raconter sa vie, je me suis demandé si elle connaissait bien ses droits. Le droit au logement, le droit à la santé, le droit à la dignité, et si elle avait l'impression qu'on respectait ses droits. Je lui ai posé la question et elle a répondu sans hésiter. Non. Ils ne respectent pas personne, de toute façon. Non, mes droits, non, pas partout, parce qu'avec IVAC, avec les nouvelles lois, dans le fond, j'avais le droit à un suivi médical, j'avais le droit à ça, puis non. Prendre la parole pour revendiquer ses droits quand on est marginalisé, dans la rue, c'est surtout pas évident. Avec la rue vient souvent la honte, la gêne, le sentiment qu'on mérite peut-être pas le respect de nos droits. Alors on fait quoi en tant que société pour changer les choses, pour aider les plus vulnérables? On ferme les yeux parce que la question de l'itinérance est trop complexe ou on trouve des solutions? Parce que ces droits, ce ne sont pas juste des mots dans des livres de loi. Ils doivent être vivants, concrets, tangibles. Pour comprendre comment les droits des personnes en situation d'itinérance sont défendus sur le terrain, j'ai voulu parler avec quelqu'un qui les accompagne au quotidien. Bonjour, mon nom est Anne-Frédérique Perron et je suis avocate au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Anne-Frédérique Perron voit l'itinérance de façon singulière parce qu'à Val-d'Or, elle se superpose à une autre réalité, celle des peuples autochtones. L'itinérance ici prend des formes multiples. J'ai voulu qu'elle me parle de ce qu'elle observe au quotidien. On voit plusieurs nouveaux profils, c'est clair. Il faut comprendre aussi, nous, on travaille beaucoup, pas juste avec l'itinérance, des personnes en situation de vulnérabilité. Ça fait en sorte qu'on voit justement des jeunes familles, des jeunes mères, des jeunes personnes, des jeunes adultes qui sont très, très près d'être dans la situation d'itinérance, qui montrent beaucoup de vulnérabilité. Être en situation de vulnérabilité, ça peut arriver à tout le monde. L'itinérance, ce n'est pas toujours les autres. Ça pourrait être ma cousine, mon voisin, moi, vous. Imaginez vous retrouver soudainement sans rien. Quand on parle de droit, on parle de quoi exactement? C'est très, 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 très large. C'est très large. On a tendance des fois à utiliser, de passer vraiment ça sous l'ordre criminel, d'étiquettes, des constats d'infraction, parce que c'est souvent la façon dont ces personnes-là vont être confrontées à la justice, vont être interpellées par le système de justice. On a tendance de limiter ça au droit criminel, mais ces personnes-là, ils ont mille et une autres situations. Ils peuvent vivre la discrimination au niveau de la déontologie des policiers. Des fois, ils ont des enfants, ils veulent les voir, ils aimeraient ça des fois avoir un droit à dire juste sur leur éducation ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des questions aussi qu'on aborde avec eux, juste qu'ils connaissent leurs droits là, déjà au départ. Aussi au niveau des droits de la santé, quand ces personnes-là sont à l'hôpital, ils peuvent vivre beaucoup de discrimination, beaucoup d'incompréhension aussi. Ce n'est pas seulement le droit au logement qui est en jeu, c'est le droit de voir ses enfants, le droit à la santé, le droit à l'égalité de traitement. On ne parle plus seulement d'être dans la rue, on parle d'être dépouillé de tout un ensemble de droits fondamentaux. Je pense que c'est un groupe de personnes qui sont plus vulnérables aux abus. Le droit, des fois, est fait peut-être pour des personnes plus favorisées, je veux dire, dans le sens que c'est difficile d'avoir accès juste à la justice, d'entamer des procédures judiciaires, de comprendre le droit. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances, il faut avoir un minimum de ressources. Donc, quand on est personne en situation de vulnérabilité ou en situation d'itinérance, c'est presque impossible d'avoir accès à tout ça. Le constat est clair, les droits existent, mais encore faut-il savoir qu'ils existent et avoir les moyens de les défendre. Anne-Frédérique Perron fait partie de ces personnes qui, au quotidien, cherchent à combler cet écart.
Revenons au concept d'interdépendance évoqué un peu plus tôt par Lucie Lamarche. En réalité, lorsque le droit au logement est violé, ça entraîne souvent la violation d'autres droits fondamentaux. Sans domicile stable, l'accès aux soins de santé devient plus difficile, ce qui compromet le droit à la santé. Aussi, c'est plus compliqué d'obtenir ou de conserver un emploi, ce qui remet en cause le droit à un revenu suffisant. Ça peut même limiter l'accès aux services publics comme l'aide sociale ou l'éducation. L'itinérance illustre bien cette interconnexion des droits. Une violation en entraîne souvent d'autres, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Alors, par où commencer pour aider? Il faut une approche globale. Assurer un logement stable en premier lieu permet souvent de rétablir l'accès aux autres droits essentiels. J'ai demandé à Maître Lamarche si, au Québec, nous avions les outils pour éviter ce genre de situation. Il manque une pièce dans le casse-tête en droit canadien et québécois, parce que contrairement à, je crois, plus que la moitié des constitutions du monde, il n'est pas dans la charte le droit au logement. Alors, vous allez me dire, ben ça, c'est les lunettes roses, des lunettes roses. C'est pas parce que c'est inscrit dans le droit constitutionnel que c'est magique. Non, OK. C'est pas magique, mais ça dirige les politiques publiques. Le Québec ou le Canada appartiennent à la minorité des pays du monde qui n'ont pas jugé important de mettre des balises concernant les droits économiques et sociaux, dont le droit au logement, mais on pourrait aussi parler du droit à la santé dans leur constitution. Alors, on se prive d'un regard politique ou analytique sur les politiques qu'on adopte et aussi du regard des tribunaux. Parce qu'on ne peut pas non plus dire il n'y a rien qui se fait en itinérance. Il y a des investissements en accompagnement, on dirait en amont. Il y a des investissements en hébergement. Donc, on n'est pas au neutre, mais on ne part pas du principe que toute personne a droit au logement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, derrière ça, il y a toute personne a droit à la dignité humaine. Là, on touche un des grands enjeux. Le droit au logement n'est pas inscrit dans la Charte des droits et libertés du Québec, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obligation formelle de l'État de fournir des logements. Et c'est là que le bas blesse actuellement. Il y a un manque criant de logements. On voit des campements surgir un peu partout. Et est-ce que c'est vraiment la solution? Normaliser les campements, c'est pas réaliser le droit au logement. Or, il faut bien le reconnaître, garder un œil bienveillant sur un campement, qu'il s'agisse de la sécurité incendie, de la santé mentale, de la nourriture ou quoi encore, bien, c'est plus économique qu'une politique nationale de logement, parce que le logement, non seulement doit-il être accessible et abordable, mais il doit aussi être adapté. Dans plusieurs cas, la personne que l'on aurait les moyens d'inviter, de quitter la rue ou un campement pour un logement, on ne peut pas juste lui donner les clés de la voiture. C'est souvent une personne qui a besoin d'être accompagnée dans sa réintégration en logement. Donc, c'est un coût de services sociaux ou d'accompagnement communautaire. Si je comprends bien, il faut cesser de gérer les conséquences et attaquer la cause. Inscrire le droit au logement dans la Charte et créer une obligation d'agir. Rendu là, c'est une question bien plus politique que sociale. Au cours de cet épisode, Sonia Plante, qui a vécu dans la rue, et la travailleuse sociale Josiane Mondoux nous ont parlé des difficultés que rencontrent les personnes marginalisées pour faire valoir leurs droits, souvent en raison de la stigmatisation et du profilage social. Anne-Frédérique Perron, avocate au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, a souligné que les personnes en situation d'itinérance sont particulièrement vulnérables aux abus et rencontrent de grandes difficultés pour accéder à la justice. Elle a expliqué que le système juridique est souvent inaccessible pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour entamer des procédures. Lucie Lamarche, professeure au département des sciences juridiques, a évoqué l'absence du droit au logement dans la Charte des droits et libertés du Québec, ce qui complique la mise en place de politiques publiques efficaces pour lutter contre l'itinérance. Cette lacune empêche de garantir le droit au logement et, par extension, la dignité humaine. Le constat est clair, les droits existent, mais encore faut-il savoir qu'ils existent et avoir les moyens de les défendre. C'est pourquoi il est crucial de prendre conscience de ces enjeux et d'agir concrètement pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Inscrire le droit au logement dans la Charte,
pourrait être une étape essentielle pour créer une obligation d'agir et améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Dans le prochain épisode, nous aborderons le thème de la prévention. Est-il possible de changer le cours des événements, de prévenir avant qu'il ne soit trop tard? Merci d'avoir été là. Merci d'écouter et de réfléchir avec nous à cette question importante qu'est l'itinérance. Ce balado est une initiative du RSIQ, le réseau Solidarité Itinérance du Québec. Ensemble, on cherche à mieux comprendre, mieux agir et peut-être mieux espérer. Prenez soin de vous et à très bientôt. À la recherche, la scénarisation et l'animation, Anne-Josée Cameron. Au montage et au mixage sonore, Studio Expression. Une production et une réalisation de Denis Martel.